Bonjour les amis. Alors le thème de ce podcast aujourd'hui, c'est un thème très actuel. C'est un sujet qui me tient à cœur et qui fait partie donc de ma spécialité puisque je suis enseignant de Yoga Tumu. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer ces défenses naturelles? On va parler de défense naturelle, de fonction adaptative, plutôt que de système immunitaire, qui est là et plus du registre de la médecine, de la biochimie, de la physiologie, etc. Donc nous allons parler de défense naturelle et de fonction adaptative. Que ce soit bien clair, avant toute chose, moi je dis, et j'ai toujours dit dans mon enseignement, vive la médecine, vive les médicaments. Dieu merci, nous avons cette médecine, plusieurs médecines d'ailleurs, à notre disposition. On n'est pas au Moyen-Âge où les gens mouraient d'une infection urinaire. Aujourd'hui, on ne meurt plus d'une infection urinaire parce qu'on a des médicaments. Ceci étant dit, il faut absolument que l'individu se responsabilise pour sa santé. Il ne peut pas remettre 100% de responsabilité à la médecine. Quand on est malade, on va voir son médecin, un médecin en qui on a confiance, et on se fait soigner par son médecin. Ok, mais on peut faire un travail en parallèle pour s'aider soi-même et aider le médecin. Et en termes de prophylaxie, eh bien, c'est la même chose. On peut se responsabiliser pour sa santé. Ce point de vue, qui est le mien, est très certainement le fruit de ma première formation professionnelle, puisque à l'origine je suis infirmier. Maintenant, comment peut-on se responsabiliser pour sa santé? Eh bien, je vais vous donner quelques points essentiels. Évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails dans ce podcast, juste les grandes lignes. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez évidemment entrer en contact avec moi et on peut commencer une consultation pour approfondir un petit peu ces éléments de notre santé. Numéro 1. Alimentation. Alors l'alimentation, il ne s'agit pas de commencer à faire des régimes très stricts et se mettre dans des obligations que difficilement on va pouvoir respecter. Non, il s'agit d'être conscient de ce qu'on mange. La première chose que l'on peut faire, c'est ouvrir tous ses placards, ouvrir son frigidaire et constater, regarder les aliments d'origine industrielle qui sont passés par un processus industriel et les aliments d'origine organique. Et faire la balance. Pour ceux qui ont une prédominance d'aliments industriels, eh bien, commencez de diminuer ça. Pourquoi ce n'est pas intéressant de s'alimenter avec des produits qui sont passés par un processus industriel? Mais parce que c'est rempli de sucre, de sel, de conservateurs, de produits qui donnent de la saveur, qui donnent un certain aspect, une certaine texture, etc., etc. Et le corps, lui, il a besoin d'aliments organiques. Alors, on essaye, dans une première étape, d'établir un équilibre. Au moins, déjà, 50%, c'est déjà pas mal pour ceux qui ont 80% d'aliments d'origine industrielle. Eh bien, on rectifie un petit peu. 50% d'aliments industriels, 50% d'aliments organiques. C'est déjà une première étape. Si vous venez chez moi, eh bien, vous verrez, c'est 90% d'aliments organiques ou d'origine artisanale. Essayez d'augmenter la quantité d'aliments crus. Et je ne vais pas vous indiquer d'être crudivore. C'est pas ça que je vous dis. Mais essayez d'augmenter la quantité d'aliments crus. Alors le cru, c'est déjà des fruits. Après, il y a des légumes, la betterave, le chou-fleur, la carotte. Et la carotte, c'est très bon pour les dents. Il faut absolument manger des aliments qui résistent sous la dent. C'est très important pour la santé de vos gencives et de vos dents. À chaque fois que vous mangez une carotte, vous la croquez, il y a une résistance, vous faites une pression sur la racine de la dent et ça stimule toute la circulation, le nerf de la dent. On mange en général que des choses molles, cuites pour les gencives et pour la santé de la bouche. Croquez des pommes, mangez des carottes crues pour votre bouche, pas seulement pour votre ventre. Très bien. Alors,
la grande préoccupation de l'alimentation, c'est toujours la même, c'est les calories. Préoccupez-vous un peu moins avec les calories. Si vous avez un équilibre de vie, vous allez voir que vous allez moins à vous préoccuper avec les calories. On se préoccupe seulement avec les calories d'une manière générale et on oublie la qualité des aliments. Donc, moins de préoccupations avec les calories et plus de préoccupations avec la qualité et l'origine des aliments. Voilà. Ensuite, deuxième point, l'eau. Buvez de l'eau. Votre corps, vos cellules, vos articulations ont besoin d'eau, pas de soda. Une articulation, par exemple entre chaque vertèbre, elle a besoin d'eau. Elle n'a pas besoin de Coca-Cola. Elle a besoin d'eau. Si vous buvez du Coca-Cola, le corps va être obligé d'aller extraire l'eau qu'il y a dans le Coca-Cola, puisqu'on imagine qu'il y a quand même un pourcentage d'eau. Alors moi, ce que je dis, vous savez que j'habite au Brésil, sur le continent américain, les gens boivent beaucoup de soda. Je leur dis, vous voulez boire des sodas, vous voulez continuer à boire des sodas, c'est pas recommandé. Mais ok, alors au moins, quand vous avez soif, buvez de l'eau. Et puis après, quand vous n'avez pas soif, vous pouvez boire un soda par gourmandise. Ma foi, pourquoi pas. Mais au moment où on a soif, il faut boire de l'eau. Alors c'est pas la peine de boire 3 litres d'eau par jour. Non. Ce concept de boire 3 à 4 litres d'eau par jour, c'est venu des États-Unis et les Américains en sont revenus. Maintenant, ils sont revenus à des quantités moindres. Donc c'est pas la peine de boire autant d'eau par jour. Mais buvez de l'eau régulièrement. Et votre eau, il faut que ce soit une eau de qualité. Alors si vous achetez des bouteilles au supermarché, c'est pas la peine d'acheter des bouteilles au supermarché, mais si vous achetez, ça dépend dans quelle région du monde on habite, etc. etc. Moi au Brésil, j'ai des filtres, on filtre dans une espèce de grand récipient en argile. C'est les meilleurs filtres du monde. Mais je ne sais pas si on en trouve en France par exemple. Donc les meilleurs filtres, c'est des filtres goutte à goutte. Voilà, selon une enquête américaine, c'est les filtres où il y a un goutte à goutte qui se produit. Alors, dans certaines régions du monde, on filtre l'eau. Voilà. Et puis il faut la laisser reposer l'eau. Excusez-moi, il y a un hélicoptère qui passe. Juste avant c'était un oiseau, maintenant c'est un hélicoptère. Alors, il est bon de laisser reposer l'eau avant de la boire. C'est-à-dire ne pas boire l'eau qui vient directement du robinet. Alors mettez-la dans des bouteilles en verre, par exemple, et puis vous la laissez reposer. Et puis vous pouvez la mettre dans un endroit sacré. C'est un endroit où vous mettez votre eau en repos. Les peuples d'origine, on va dire comme ça, sacralisaient l'eau. Ils mettaient même parfois des fleurs au-dessus des réserves d'eau, etc., etc. Il y avait une espèce de cérémonial, parce que l'eau, elle reçoit toutes les énergies. Elle est sensible, l'eau. Donc, si vous buvez de l'eau qui était dans les tuyauteries et vous la mettez directement dans votre organisme, c'est pas très intéressant. Si vous achetez une bouteille d'eau au supermarché, elle est dans du plastique, c'est déjà pas très intéressant au niveau écologique, mais c'est pas très intéressant non plus au niveau énergétique. Donc, vous la versez dans une bouteille en verre, par exemple, ou dans une cruche, et vous la laissez reposer pendant quelques temps. Une journée, par exemple, c'est bien. Et ensuite, vous buvez votre eau. La qualité de votre eau est essentielle. Et si vous voulez lui chanter un mantra, si vous voulez lui mettre du Jean-Sébastien Bach avant de la boire, eh bien c'est encore mieux. Parce que vous allez la charger d'une énergie merveilleuse. Et ensuite, elle va se charger de faire le reste dans votre corps. Très bien, troisième point. Prendre une douche froide le matin. S'exposer au froid, c'est bénéfique pour la santé si c'est d'une manière contrôlée et volontaire. Prenez une douche froide le matin, vous allez stimuler vos défenses naturelles. Vous allez être enthousiaste, vous allez avoir la pêche. Faites l'expérience, ne me croyez pas. Prenez votre douche froide le matin et puis vous allez voir comment vous faites. Vous mettez l'eau sur la position tiède. Vous faites votre toilette. Une fois que vous avez terminé votre toilette, vous êtes propre. À ce moment-là, vous mettez le robinet le plus vers la droite possible, c'est-à-dire vers le plus froid possible. Progressivement, vous y allez. Peut-être qu'après quelques jours, une semaine pour certains, 2 semaines pour d'autres, peut-être que vous arriverez à ce que la poignée, le robinet soit complètement sur la droite, complètement froid. Et vous allez vous en rapprocher progressivement. Et là, vous avez fini votre toilette, donc, vous mettez la paume de la douche orientée sur votre buste et vous laissez comme ça l'eau ruisseler sur votre corps pendant 15 secondes, 20 secondes, et ensuite dans le dos. Pas la peine de se mettre de l'eau froide sur la tête. D'accord ? Voilà,
15-20 secondes devant, sur le buste, sur les jambes, les parties génitales, sur le dos. Vous faites le tour de votre corps, vous faites un circuit. Et vous pouvez le faire une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Chaque jour, vous allez un petit peu plus loin, un petit peu plus froid et un petit peu plus de temps. Voilà. 4e point, exercice physique. Il faut absolument faire des exercices physiques, c'est fondamental pour la santé et pour le renforcement des défenses naturelles. Alors, si vous êtes dans le yoga, faites votre série de yoga. Si vous êtes dans le sport, faites votre sport. Si vous êtes dans aucune pratique physique, eh bien, comme le recommandent certains médecins, vous habitez dans un immeuble, par exemple. Vous habitez au 6e étage. Tous les jours, vous appuyez sur le numéro 4 de l'ascenseur, sur le 4e étage. Et vous terminez les 2 derniers étages à pied. Et vous faites systématiquement, et ça vous donne déjà un exercice physique. Les médecins disent qu'on passe de l'état de sédentaire à l'état de personne qui pratique un exercice physique en ayant cette habitude-là. Voilà. Donc, pratiquez votre série, pratiquez votre sport, de préférence en plein air, pas dans une salle avec la clim. Allez faire vos activités en plein air. Ça nous amène au prochain point, qui est se promener dans la nature. Allez avoir un contact avec la nature. C'est très important. La nature est notre mère. À toutes et à tous, on a besoin de ce contact. Et allez-y pieds nus. Vous avez un jardin, allez vous promener tous les jours pieds nus dans votre jardin. Allez à la plage, allez dans la montagne, allez dans la forêt. Si vous êtes en pleine ville, vraiment, des grandes villes, allez dans un parc. Vous trouverez toujours un petit coin de gazon, un endroit pour enlever vos chaussures. Marchez pieds nus. Reprenez contact avec le sol, avec votre planète. Et comme dit Pierre Rabhi, il faut revenir à ce contact. Pierre Rabhi nous dit que les gens, donc le commun des mortels, il vit hors sol. Ça, c'est l'expression de Pierre Rabhi, qui est un philosophe de la nature. Donc, l'homme civilisé vit hors sol. Il faut revenir à avoir ce contact. Il faut de nouveau avoir ce contact avec le sol. C'est très important pour votre santé. Donc, allez vous promener dans la nature. Prochain point. Voilà, on en est au 1, 2, 3, 4, 5. C'était le 5e. Contact avec la nature. Le 6e. Prenez dans vos bras les gens que vous aimez. Prenez-les dans vos bras. Faites-leur une étreinte. Une étreinte sans être timide. Sans avoir peur du ridicule. Vos amis. Les gens que vous aimez. Prenez-les dans vos bras. Restez comme ça, l'un contre l'autre. 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. C'est excellent pour la santé. Ça stimule les hormones du bonheur. Et en plus, c'est un acte de générosité puisque vous êtes 2. On peut le faire à 3 même, pourquoi pas. Donc prenez les gens que vous aimez dans vos bras. Si vous le faites déjà, eh bien augmentez le temps. Faites-le un petit peu plus. Et dites-leur, partagez, dites-leur que vous les aimez, partagez vos sentiments, dites-leur que vous les appréciez, dites-leur comme ils sont importants pour vous. Le partage des sentiments, ça fait un bien fou pour votre santé, pour vos défenses naturelles, et ça fait un bien fou pour l'autre personne. Un des meilleurs moyens de se faire du bien, c'est faire du bien aux autres. Eh bien allez-y, exprimez votre générosité, laissez-vous aller. Inspirez-vous de cette parabole brésilienne. Vivez sans avoir peur d'être heureux. Sem medo de ser feliz. Prochain point. Le 7e, c'est le détachement. Le détachement. Alors, j'ai un podcast dans ma chaîne YouTube sur le détachement. Vous pouvez aller l'écouter. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le détachement, c'est fondamental. C'est un concept absolument nécessaire. Alors, sans rentrer dans les détails, le détachement, ce n'est pas rien avoir. Ce n'est pas ne pas aimer. Ce n'est pas ne pas apprécier. Ce n'est pas ne pas faire les choses. Ce n'est pas ne pas vouloir avoir des choses. Non. Vous pouvez tout avoir.
Vous pouvez être aimé de dizaines et de dizaines de personnes. Vous pouvez avoir une belle voiture, vous pouvez avoir un bel appartement, vous pouvez avoir une belle maison, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Le détachement, c'est pas aller se retirer dans une grotte. Pas du tout. Le détachement, c'est à voir avec indépendance. C'est-à-dire, ok, j'apprécie ma belle voiture, mais si je n'ai plus cette voiture, ça ne changera pas grand-chose pour moi, parce que je suis détaché. Et dans mes relations humaines, relations professionnelles, ma relation personnelle avec mon travail, je vais donner tout ce que j'ai. Parce que j'ai une profession qui me plaît. C'est très important de faire ce que l'on aime. En général, on aime une activité où on a du talent. Les gens disent « j'ai pas de talent ». Tout le monde a du talent. Alors, comment on reconnaît ? Il y a plusieurs manières de reconnaître son talent. Et en général, si on est sur une activité où on a du talent, on est passionné, on aime ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer, et on n'est pas fatigué par ce qu'on fait. Alors, je fais tout ce que j'ai à faire. Je donne tout ce que je peux. Je me dédie à mes activités. Une fois que j'ai fait tout ce que je pouvais, eh bien, Inch'Allah, comme on dit, toute action entraîne une réaction. Certaines personnes vont dire, on s'en remet à Dieu. Inch'Allah, ça veut dire ça. Voilà, parce que j'ai fait tout ce que je pouvais. Et on n'y laisse pas ses tripes. On n'y laisse pas sa santé. Parce que si on y laisse ses tripes, si on y laisse sa santé, comment il sera le jour de demain ? Si je veux aider les autres, si je me dédie à aider les autres, si je laisse ma santé, je ne pourrai plus aider les autres. Et la seule manière de ne pas y laisser sa santé, c'est le détachement. C'est pas ne plus rien faire. C'est pas économiser ses efforts. C'est prendre de la distance. Prendre du recul avec les résultats. J'ai fait tout ce que je peux. Et puis après, eh bien, si ça a marché, génial. Si ça n'a pas marché, je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Évidemment que le détachement, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est très important d'introduire ça dans votre vie. Parce que quand on est dans la frustration, dans la déception, dans le découragement, la rancœur, la jalousie, la colère, tout ça, ça nous fait baisser notre système immunitaire. Le seul remède contre tous ces sentiments, c'est le détachement. Et le dernier point, méditer. Alors, la méditation, c'est pas plus penser à rien, etc., etc. Ça, si vous pensez que la méditation, c'est ne plus penser à rien, vous allez rentrer dans la catégorie des gens qui pensent que la méditation, c'est pas pour eux. La méditation, c'est des choses très simples. C'est se concentrer sur une idée, par exemple, qui nous apporte un sentiment de paix. C'est rester tranquille un petit peu, avec soi-même. C'est rester en silence, tout simplement. Rester en silence. Observer une fleur. Être dans la contemplation. Penser à un enfant qui nous sourit. Tout ça, c'est de la méditation. C'est-à-dire s'installer dans une ambiance que l'on a décidé de tranquillité. Alors, on a des exercices de respiration, évidemment, pour nous aider. On calme sa respiration, on fait un petit soupir, on observe sa respiration, on surfe sur la vague de l'air qui rentre en nous et qui ressort. On s'y installe tranquillement, en douceur. Il n'y a pas besoin que ça soit très long. Ça peut être simplement 1 minute, 2 minutes. De temps en temps, je me fais une petite méditation, une petite pause. Je regarde dans le vide, comme les chats. C'est une sorte d'état méditatif. Il y a plusieurs sortes d'états méditatifs. Donc pratiquez la méditation. Évidemment qu'on pourrait rajouter des éléments, mais beaucoup d'éléments qu'on pourrait rajouter à partir de maintenant, ça sera des conséquences. Par exemple, le sommeil. Évidemment que le sommeil, c'est très très important. Mais si vous mettez en place cette liste-là, je vous garantis que vous allez bien dormir la nuit. Je vous remercie. À la prochaine fois.